Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je suis le docteur Aboudina, je suis maître assistante en cardiologie et je travaille actuellement au CHU Ibn Msous. Alors je m'excuse, je vais être un peu redondante parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de simplifier et de résumer un petit peu pour ne pas trop vous ennuyer. Alors en attendant que s'affiche ma présentation, je voudrais chaleureusement remercier les organisateurs et les remercier pour cette invitation à participer à cette session qui est extrêmement intéressante. Comment ça marche? Ok. Donc, ça a été dit évidemment, le foramen ovale perméable. Évidemment, c'est une communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite et l'oreillette gauche qui est physiologique durant la vie fœtale et qui peut persister au-delà de la vie fœtale. Et dans ce cas, c'est appelé le foramen ovale perméable. Sa fréquence est assez élevée, jusqu'à 25% dans la population générale. Alors, beaucoup de pathologies ont été associées au foramen ovale perméable, notamment l'AVC cryptogénique, on en a parlé, le syndrome de platypnée-orthodéoxie, les accidents de décompression lors de la plongée, les migraines avec aura, et évidemment le PFO associé à des thromboses veineuses profondes sans AVC cryptogénique. Alors, évidemment, moi, je vais m'intéresser évidemment aux indications classiques, et parmi les premières, on en a beaucoup parlé, ça va être l'association entre un foramen ovale perméable et un AVC qui va être classé comme cryptogénique. Alors évidemment, le problème, et on l'a bien dit, le problème dans cette association est que les deux sont très prévalents. Donc vous avez l'AVC cryptogénique qui compte à peu près pour 30% de tous les AVC, et vous avez le foramen ovale perméable qui est à peu près à 25% dans la population générale. Et on l'a dit, dans la population d'AVC cryptogénique, eh bien on va retrouver jusqu'à 30% des patients qui vont être porteurs d'un foramen ovale perméable. Et donc accuser le foramen ovale perméable de cet AVC va demander un petit travail diagnostique attentif. Alors évidemment, beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. La toute première avait été publiée en 2012, ça va être CLOSURE 1, qui n'avait pas montré de différence significative entre une fermeture percutanée et un traitement médical. Mais puis en 2017, 3 gros essais ont été publiés montrant l'intérêt d'une fermeture percutanée par rapport à un traitement médical, notamment par antiagrégants plaquettaires. C'est les études REDUCE, CLOSE, RESPECT. Et une autre étude a été publiée en 2018. Et ces études, elles, par contre, ont été positives. Chacune a inclus à peu près plus de 600 patients dans ces études. Et on voit qu'il y a un bénéfice à fermer ce PFO par rapport au traitement médical, avec tout de même un petit peu d'incidence de fibrillation atriale après fermeture. Donc, par la suite, évidemment, des analyses poolées, des méta-analyses ont été faites, donc rassemblant quand même plus de 3500 patients. Et on va retrouver ce bénéfice de la fermeture du foramen ovale perméable par rapport au traitement médical. Et à partir de toutes ces données, on va dégager des profils patients qui vont être candidats à une fermeture, qui ont le mieux bénéficié de cette fermeture. On l'a bien dit, ces paramètres, on a des paramètres liés au FOP et des paramètres liés aux patients. Les paramètres liés aux patients, évidemment, on l'a bien dit, c'est évidemment tout simplement le patient jeune, le patient qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, le patient, évidemment, qui a idéalement une histoire, par exemple, de TVP ou d'embolie pulmonaire en périhistoire d'AVC, qui pourrait suggérer une histoire de PFO. Et il faudra évidemment confirmer avec votre neurologue qu'il y a effectivement, idéalement, un AVC de localisation corticale. Les caractéristiques du FOP, on l'a dit, le FOP est considéré à haut risque quand ce FOP est large, quand le shunt est important et quand il y a évidemment un anévrisme du septum interatrial. Alors, je suis désolée, les boucles ne marchent pas très bien. Évidemment, d'autres paramètres, le professeur German les a bien cités. Il y a par exemple cette valvule d'Eustachi qui va diriger le flux sanguin lorsqu'elle est prédominante directement sur le septum interatrial et la présence d'un réseau de Chiari. Évidemment, ces paramètres sont à prendre en compte et notamment dans les consensus européens, vous recommande d'aller les rechercher. Évidemment, une fois que vous allez rassembler tous ces éléments, les éléments cliniques vont être rassemblés sous le score d'Europe et évidemment, vous avez fait vos critères anatomiques et vous allez faire la classification de Pascal. Donc le docteur Abada en a parlé, donc je ne vais pas en reparler. Et puis grosso modo, vous allez savoir est-ce que plutôt votre patient a un AVC cryptogénique lié à ce FOP, si réellement il a un score d'Europe supérieur à 7 et des critères de PFO à haut risque, ou alors s'il est possible ou probable.
Et pourquoi cette classification est intéressante? Parce que lorsqu'on a regardé cette population classée en fonction de la classification de Pascal, les patients qui étaient classés comme probables ou possibles, lorsqu'on regarde leur suivi à 5 ans, l'incidence de fibrillation atriale est très faible chez ces patients, alors que les patients qui étaient classés comme peu probables eh bien, vont avoir beaucoup plus de fibrillation atriale durant le suivi. Donc finalement, quelles vont être les indications classiques? Vous allez avoir plusieurs papiers qui ont été publiés ces dernières années. Le plus ou moins récent, on va commencer par 2021. C'est un position paper qui a été publié conjointement par le ACVI, le APCI et même la Société européenne de l'AVC, et qui va vous demander évidemment, avant d'aller chercher à fermer ce FOP, de vous assurer qu'il n'y a pas d'autres causes beaucoup plus fréquentes d'AVC, notamment la fibrillation atriale. Et quand vous avez des patients qui sont âgés de plus de 55 ans, quand vous avez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, il ne faut pas hésiter à s'acharner, à rechercher et à trouver cette fibrillation atriale. Si maintenant vous ne la trouvez pas, eh bien là, il est recommandé de fermer le foramen ovale perméable chez des patients qui sont jeunes, donc avec un âge compris entre 18 et 65 ans, qui ont une probabilité élevée que le PFO soit causal face à cet AVC. Si ces patients ont plus de 65 ans ou moins de 18 ans, là, il faudra procéder au cas par cas et prendre en compte d'autres paramètres. Et finalement, comment on va réfléchir selon ce premier consensus de 2021? Si le patient est à forte probabilité que l'AVC soit derrière, que le PFO soit derrière cet AVC, eh bien on va aller fermer ce foramen ovale perméable. Si maintenant la probabilité n'est pas très élevée, on va prendre en compte plusieurs paramètres. 1, le risque hémorragique du patient si on décide de le mettre sous traitement anticoagulant, et évidemment le risque de récidive. Et pour ça, on va céder d'autres paramètres qui n'étaient pas inclus ni dans le ROP, ni dans la classification Pascal, à savoir la présence d'un réseau de Chiari, la présence d'une valvule de Stachy prédominante, une histoire en péri-AVC d'une immobilisation prolongée, d'une chirurgie récente, d'une histoire de TVP ou d'embolie pulmonaire, et tout ça va permettre au clinicien de décider au cas par cas s'il doit réellement fermer ce PFO ou pas. Un papier qui a été publié beaucoup plus récemment, et celui-ci a été publié par the European Stroke Association en 2024, et qui va aller dans le même sens que ce premier papier que j'ai présenté, qui va indiquer une fermeture cette fois-ci entre 18 et 60 ans, si le PFO est considéré comme relié au FOP, si cet AVC est considéré comme relié au FOP selon la classification de Pascal, et également si la probabilité est classée comme possible ou probable chez cette population âgée de 18 à 60 ans. Par contre, si le patient est considéré peu probable, eh bien, il ne vaut mieux pas fermer ce PFO. Évidemment, dans toutes ces recommandations qu'on présente, il y a toujours un petit addendum qui vous dit n'hésitez pas à prendre en compte évidemment les patients au cas par cas, prenez les autres paramètres qu'on vous propose pour décider est-ce que réellement il faut aller fermer ou est-ce qu'il ne faut pas aller fermer ce PFO. Lorsqu'on regarde plutôt les recommandations américaines, on va remarquer que les Américains, par rapport aux Européens, vont être un peu plus agressifs en termes de fermeture de PFO par rapport aux Européens, et on va vous recommander de fermer le PFO dès que vous pensez qu'il y a une association entre cet AVC cryptogénique et ce foramen ovale perméable, et ce, quels que soient les critères de risque du PFO. Un autre papier a été publié cette fois-ci en 2024. Celui-ci va élargir encore plus les indications et va vous dire si vous pensez que le score d'Europe est élevé, vous pouvez proposer une fermeture. Et si vous pensez que votre patient a des critères de FOP à haut risque, même si son score d'Europe n'est pas élevé, vous pouvez fermer également ce FOP. Alors, je vais dire juste un mot sur le syndrome de platiné-orthodéoxie, car je pense que ça va peut-être être abordé dans le topo suivant, qui est un syndrome de désaturation qui va survenir au changement de position chez des patients qui sont porteurs d'un FOP ou d'une CIA. Nous, en tant que cardiologues, on est en général habitués aux patients qui vont être dyspnéiques lorsqu'ils s'allongent. Là, ça va être typiquement des patients qui vont être dyspnéiques lorsqu'ils vont être assis. Et ils vont être soulagés, paradoxalement, par la position allongée. Ce sont tout simplement des patients qui ont une anatomie particulière, notamment des aortes un peu dilatées, des antécédents de pneumectomie, et qui vont faire que la géométrie du FOP va être élargie, et ceci surtout lorsqu'il y a par exemple un autre facteur anatomique associé, comme une valve de Stachy prédominante, et donc ça va préférentiellement
diriger le sang via le FOP et créer un shunt droit-gauche, et ceci est favorisé par les changements de position. La majorité des papiers recommandent du coup de fermer le FOP si vous avez prouvé le syndrome de platypnée-orthodéoxie, c'est-à-dire que vous avez cherché un FOP et vous avez fait une épreuve de contraste en faisant changer la position de votre patient, et là il est indiqué de fermer ce foramen ovale perméable. Donc finalement, quelles vont être les indications classiques de fermeture de foramen ovale perméable? Ça va être le patient jeune, entre 18 et 60 ans, qui présente selon les classifications selon le score d'Europe et les classifications de Pascal, une probabilité élevée de causalité entre le PFO et l'AVC cryptogénique. Pour les patients qui ont plus de 60 ans et moins de 18 ans, là, ça va être une approche au cas par cas, en prenant d'autres paramètres qui ne sont pas inclus dans ces classifications. Bien sûr, d'autres études sont en cours, et notamment l'étude Closure 2, qui va inclure des patients âgés de plus de 60 ans. Et on a normalement une petite étude également qui est le Child PFO, qui a montré une sécurité de la fermeture de PFO chez les patients entre 13 et 18 ans. Et je vous remercie.